Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond the Brackets. Et aujourd'hui, on est avec Adrien, comme d'habitude. Eh oui, bonjour Loïc, on se retrouve aujourd'hui, encore une fois, dans un cadre magnifique. Le cadre est bien meilleur. On a, euh, on a le droit à ce paysage champêtre, la campagne, un peu de soleil. Il fait tellement chaud là, ça fait du bien. On est sorti de notre cave, hein, finalement. C'est vraiment le cas de le dire. Et aujourd'hui, on sort de notre cave. On s'est un peu aéré l'esprit. On s'est dit, mais quand on lance une application, ça coûte cher quand même. Et pourquoi ça coûte cher? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Si j'arrive à faire une phrase française. est-ce que est-ce que tu es ready pour ce podcast? Est-ce qu'on y va? Bah, le sujet est passionnant, on est souvent confronté à des questions comme celle-là, donc je pense qu'elles vont forcément intéresser nos auditeurs. Donc je suis ready. Ok, let's go. Eh ben écoute, je te propose de nous donner un peu, toi, de ton point de vue là, ça fait quand même quelques années que tu devs chez Beyond the Brackets. On a eu Accelerio qui est vraiment une startup qu'on a travaillé de zéro. Quels sont pour toi, quand on lance un produit technologique, un peu les steps à regarder, quoi? Bah, je dirais que l'une des choses les plus importantes, je vais dire, c'est de construire son produit étape par étape. Et la première chose que je dirais, c'est d'identifier les points essentiels de son application à mettre en œuvre dès le début quand on veut créer son application. Et une fois qu'on les a identifiés, avant même de se lancer dans la création du produit, ce qui est intéressant, c'est d'aller tester son marché justement sur ces pain points. Et derrière, quand on passe à la mise en œuvre du projet, de ne pas oublier ces pain points et de se dire je veux une application parfaite, mais de commencer à mettre en place le plus important. Ça, je pense que déjà, pour commencer, je sais pas ce que tu en penses, mais on est sur un bon début. Ouais, c'est la base. C'est déjà pour quel problème vous allez résoudre avec votre entreprise. Ouais. Lister, comprendre, et ça attaque. C'est le plus important. Et faut pas se cacher, il faut aussi prévoir un peu les coûts potentiels que ça peut avoir. Une petite idée d'une roadmap, par exemple, parce que tu disais là qu'il faut identifier tous les pain points, mais vous n'allez pas les résoudre à la V1 de votre application. Vous allez peut-être en résoudre un ou deux que vous avez identifiés. Ça va fonctionner, peut-être les plus importants, pour ensuite attaquer le reste de vos pain points et le reste de l'application. Mm. Non, mais tu parlais des coûts, d'ailleurs, c'est intéressant parce que je pense que une fois qu'on a réussi à identifier les plus gros points de son projet, on peut plus facilement se demander combien ça va coûter, quoi. Si on n'a pas commencé à identifier, bah, souvent on va dire ah ouais, je veux une application qui ressemble à ça, avec un bout de cette autre application, je veux faire un mélange, je sais pas. Et donc, souvent de quantifier, d'être capable même d'aller peut-être voir des gens comme nous pour leur demander un budget, bah pour nous, c'est pas facile de savoir. Alors qu'une fois qu'on a identifié les gros points, c'est beaucoup plus facile de quantifier, de poser un devis simplement. Oui, mais c'est très important parce que quand vous nous dites, quand vous venez nous voir en disant je veux recréer Instagram, je veux recréer Facebook, enfin, c'est quand même des milliers et des milliers d'ingénieurs qu'il y a derrière. Donc, ils ont travaillé depuis des années là-dessus. Donc, il y a énormément de fonctionnalités qui ont été créées. Et peut-être que vous n'avez pas besoin de toutes ces fonctionnalités. Vous voulez résoudre deux, trois pain points là-dedans. Et donc, nous, limite, ça va nous tendre à faire un plus gros devis. Parce qu'on va dire, bon, faut prévoir ça, faut prévoir ça, faut prévoir ça. Alors que pour vous, c'est pas très important. Mm. Donc, c'est vrai que c'est important de préparer son scope of work, j'ai envie de dire, Mm. si on peut parler anglais, dans ce genre de projet. Et puis, il y a une bonne pratique que moi j'adore, en tout cas quand on vient me demander de faire un devis sur un projet et tout, c'est d'arriver avec des maquettes. Parce que les maquettes, ça va vous forcer à travailler ce côté de qu'est-ce que je veux dans l'application, le nombre d'écrans, que ce soit une application web ou une application mobile, et les différentes fonctionnalités vont apparaître quand vous allez faire les maquettes. Donc, nous, quand vous arrivez là-dessus, avec des maquettes chez Beyond the Brackets, on peut se dire, bon, ok, donc là, il faut prévoir une page de login, il faut prévoir la gestion du paiement, il faut prévoir la gestion d'un profil utilisateur où il faut pouvoir upload une photo, etc. Nous, on redécortique tout ça en fonctionnalité et on sait précisément ce que vous voulez, du coup, puisque vous avez fait cette réflexion sur les maquettes. Ouais, c'est vrai que c'est même essentiel, hein, je pense, de faire des maquettes.
En tout cas, pour bien commencer son projet, comme tu le dis, je pense que c'est vraiment un très très bon point. Ouais. Bah, par notre propre expérience, quand il n'y a pas de maquette, souvent ça part un peu dans tous les sens. Au dev, on se perd un peu, parce qu'il faut qu'on imagine des fonctionnalités. Et Mm. au niveau du client, bah, c'est pas, on fait pas un one-shot direct, ça marche. Oui, parce qu'il y a toujours une idée qui n'a pas été exprimée dès le début, ou même des idées qui sont, qui sont pensées après le début du projet. On se dit, ah oui, ça serait bien de faire ça. Et là, on commence à rentrer dans une espèce de boucle de ah, mais il faut rajouter ça. Ah, mais non, en fait, on va enlever ça. Et puis là, ça part un peu Oui, en cacahuète. c'est là où on perd du temps, Oui, principalement. oui, oui, Et on en reviendra plus tard, mais quand on perd du temps, ça rallonge les frais, les exactement. coûts de développement. Mm. Donc, vaut mieux tout prévoir dès le début. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, chez Beyond de Brackets, on a rajouté un peu cette corde à notre arc autour de l'UI UX, c'est comme ça s'appelle, de faire des maquettes. C'est l'expérience utilisateur et le design de l'application. Pour justement, si vous n'arrivez pas avec des maquettes, on va prendre le temps, et quelqu'un qui va être dédié pour vous, pour faire des maquettes, vous écouter, comprendre ce que vous essayez de faire. Et c'est plus rapide d'itérer sur des maquettes que sur du code informatique. Totalement. C'est vrai que c'est en fait un pan qu'il faut mettre en place dès le début. Et je pense qu'avec l'expérience, même, on a déjà parlé un peu de créer son projet au début des podcasts. Je pense qu'on n'avait peut-être pas appuyé assez là-dessus, mais maintenant, avec un peu plus de recul, un peu plus d'expérience, c'est vrai que c'est important enfin, c'est même essentiel qu'on dise que faire des maquettes, c'est beaucoup plus simple que de se lancer Tête baissée. tête baissée, corps et âme dans un projet qu'on n'a pas bien identifié, on n'a pas mis des barrières précises. Ouais, clairement. Et même nous, moi au niveau côté commercial, je mets maintenant dans le devis maquette, Hmm. 10 jours, comme ça prévoit créer maquette, et le temps des réunions, une Ouais. heure par-ci, etc. Et puis au moins, il n'y a pas de surprise pour le client aussi, quoi. Oui, c'est ça. Il sait pourquoi il va payer. Donc c'est plutôt cool. Et les maquettes, si on revient un peu sur ce coût, ça va dépendre des agences et de l'expérience de la personne, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, on peut même accélérer un peu grâce à l'IA. On peut mettre des images sympas rapidement, comme on en parle souvent. Mais on se retrouve sur un coût, ça peut être quand même assez élevé, hein. Ça peut monter à 3 000 à 4 000 € de faire des maquettes. On a quand même quelque chose de bien consistant à ce moment-là. En tout cas, nous, c'est plus les prix qu'on opère chez Beyond. Après, il faut aller faire des devis dans les autres agences pour voir ce que ça implique et ce qu'ils incluent là-dedans. On attaque le développement, Et ben, on attaque le développement. le cœur de notre métier, ce Et qu'on oui. fait tous les jours, ce qu'on faisait il y a 2 minutes avant de tourner ce podcast. Et le développement, comme vous le savez si vous écoutez un peu ça, c'est un peu le plus gros budget à allouer quand on lance un produit comme ça tech. Parce que il y a le coût des personnes humaines qui vont travailler chaque jour dessus, et souvent ça qui coûte le plus cher. Mais il faut surtout pas oublier les coûts cachés. On va avoir les API que vous utilisez. Donc par exemple, une API, c'est ce qui va permettre aux développeurs de faire la gestion du paiement. Si par exemple on utilise Stripe, Ouais. Stripe au niveau de ses coûts, ça va être 25 de tête sur les dernières fois, c'était 25 centimes fixe et un pourcentage sur chaque paiement qui allait passer sur le site internet. Oui, parce ce qu'il faut quand même bien expliquer, c'est que quand vous allez monter votre produit, vous n'allez pas pouvoir recréer la totalité des fonctionnalités, comme par exemple, tu pouvais le donner le problème du paiement. Parce qu'en fait, si vous vous remettez à créer une plateforme de paiement en ligne pour votre application, si tout le monde devait recréer une plateforme en ligne de paiement, les projets seraient beaucoup plus chers. Donc, en fait, il y a des boîtes qui se lancent et qui mettent en place des API, comme tu étais en train de l'expliquer. Et donc, forcément, ça a des coûts. Donc, Stripe, c'est un très bon exemple, parce qu'il y a quand même très souvent dans les produits Ouais. des achats qui se font sur les plateformes qu'on développe. Hein. Ce n'est pas toujours le cas, Mm. mais c'est très souvent le cas. On a d'autres exemples d'API qu'on peut utiliser. Qu'est-ce qu'on utilise souvent On peut utiliser Mailjet au niveau des mails. Ouais. Donc là, on a la chance, c'est qu'ils ont quand même une version free, enfin gratuite, assez conséquente. Mais on peut rapidement se trouver à payer mensuellement si on va envoyer plus de 3000 mails par mois. Je dis des bêtises. Mais donc ça peut être une API. Parce qu'en Donc, fait, ça nous permet d'intégrer tout de suite avec votre code mm. ces fonctionnalités d'emailing, de paiement. Donc là, typiquement, c'est quelqu'un achète un truc sur votre site,
et vous voulez lui envoyer un mail automatique pour lui dire votre commande est partie, bah, MailJet, c'est ce qu'ils vont faire. Ouais, Je, c'est je ça. vulgarise un petit Non, mais peu t'as parce bien qu'on n'a raison. pas forcément la connaissance sur tous les points. Donc voilà. Non, mais après, il y a d'autres API. Par exemple, si vous venez avec l'idée de faire un streaming vidéo, bah, nous, on va peut-être pas réencoder tout un codec. Enfin, je parle technique, mais Ouais, tout un codec de streaming vidéo, etc., d'un flux vidéo, etc., etc. Donc, on va plus s'appuyer sur des API comme Mux, qui aujourd'hui sont un peu leaders là-dessus dans le marché, mais qui ont un certain coût au nombre de vues, au nombre de secondes uploadées de vidéos, etc. Donc, ça demande aussi de faire un business plan en fonction de ces API. ouais, exactement. Et donc je disais il y a quelques minutes que on ne va pas recréer bah, ce genre de fonctionnalité parce qu'il y a des API qui existent. Mais parfois, en fait, on arrive sur des features où on peut quand même se poser la question, est-ce que j'ai envie de le recréer? Parce que ça va me coûter peut-être 15 000 euros, mais l'API, comme je vais mettre, je sais pas, 1500 euros par mois d'API, Mm. en fait, au bout de tant d'années, bah, en fait, je vais me dire, ouais, mon coût, si je peux le supprimer, donc est-ce que je ferais pas mieux de directement le recréer moi-même? Enfin, Ouais. voilà. Là, on arrive sur des questions où il y a des API où on peut se poser la question et justement, quand on construit son projet, qu'on veut construire son produit, c'est une des questions majeures. Parce que Stripe, par exemple, Ouais, vous n'allez pas le refaire. Ça, c'est une ça c'est certitude. clair et net. Mais par contre, il y a des points quand même un peu plus tendus où on peut se dire, ah, mais est-ce que je vais remettre en place ou pas? Donc Mm. ça, c'est vraiment très important quand on commence son projet C'est de la se poser la gestion du question. budget, hein. Tu Mm. as tout à fait raison. Donc, soit vous nous payez le développement plus cher, soit bah, vous payez une API peut-être sur le long terme, et ça vous coûtera peut-être plus cher ensuite Mm. pour l'enlever et changer la technique. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. Et pour toutes les startups IA qui se lancent en ce moment, bah, faut intégrer ChatGPT en API. Mm. Pareil, c'est un coût à la requête, etc. Donc faut le calculer tout ça et faut pas le laisser de côté. C'est pas anodin de payer des API, etc. Ouais, bon, c'est vrai on peut vite être surpris par le coût que ça peut représenter, effectivement. Dans les autres coûts cachés, on a les serveurs. Parce que ça, on le monte pas forcément dans les devis. On fait le devis vraiment du temps de développement humain. Mais les serveurs, bah, ça peut représenter un coût. Après, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup moins cher qu'à l'époque. C'est beaucoup plus démocratisé. AWS, pour ceux qui acceptent de mettre leurs données sur AWS, propose pour les startups au moins 1000 euros, 1000 dollars, 100 dollars de crédit pour ceux qui se lancent. Donc 1000 dollars, franchement, si vous n'avez pas un très gros projet, ça vous tient 2-3 ans d'hébergement. Mm. Facile. Ouais. Nous, on C'est l'avait. malin de leur part de faire ça de Ouais. toute façon. Ah bah, comme ça force les développeurs. Enfin, ça force pas les développeurs, mais ça force les décisionnaires à utiliser AWS. Donc les Mm. développeurs vont utiliser AWS. Moi, maintenant que j'utilise AWS, bah, j'ai plus envie de partir parce que c'est trop simple, entre guillemets, Mm. pour nous, une fois qu'on comprend. Et bah, une fois que tu as toute ton infra de posée, bah, tu as la flemme de la refaire autre part. Donc, Ça, c'est pas moi qui vais dire le contraire. côté DevOps, c'est pas une tasse de thé, quoi. Waouh. Donc faut le prévoir. Dans la majeure partie des cas, un serveur, ça peut vous... Enfin, un serveur. Vous allez avoir plusieurs serveurs sur un projet. Prenons une appli mobile. Mhm. Vous avez votre backend, donc tout ce qui va permettre de lire la base de données pour l'afficher sur votre appli mobile, et la base de données. C'est vos deux gros serveurs Mm. sur une appli mobile, et sur une appli web, vous allez en avoir trois, la base de données, le back et le front, qui est votre design. Donc, maximum, vous avez trois serveurs. Suivant la ressource que vous utilisez chez AWS, puisque c'est ce que nous, on utilise le plus, ça va vous donner différents coûts. Par exemple, je sais que l'appreneur chez AWS coûte un peu plus cher que si on prenait un EC2 classique ou un Amplify, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, et après, c'est à la délicatesse de votre développeur de choisir, suivant vos coûts, le bon serveur pour ce que vous voulez faire, évidemment. Mais par exemple, nous, souvent, c'est peut-être 70 dollars, 100 dollars par mois. Ce Oui, ça genre. reste des coûts raisonnables, mais qu'il faut quand même connaître. C'est ça. Souvent, quand on lance un produit, on roule pas sur l'or, Oui, donc c'est important même de connaître ses coûts, forcément. Ouais. faut le prévoir.
Et une fois qu'on a fait l'application, on a mis sur les serveurs, on a intégré toutes les API. Qu'est-ce qu'on va se faire juste après, avant la mise en prod? Avant la mise en prod, des tests? Des tests. Je te laisse en parler, étant donné que tu as fait un travail de QA C'est vrai, chez Rakuten. c'est vrai, c'est vrai. J'en ai déjà un peu parlé, je crois, mais bon. Oui, oui, non, bah, c'est quelque chose qui est beaucoup mis de côté, les tests, hein. Enfin, même par nous d'ailleurs. En fait, c'était la délicatesse du client, j'ai envie de dire, mais de payer des tests en plus, c'est pas souvent quelque chose qu'on a envie de faire. Mais c'est vrai que quand on a un produit qui est en ligne, ça peut être même enfin, ouais, une application mobile ou quoi que ce soit, le fait d'avoir des tests qui vont venir en fait vous assurer que la mise à jour que vous venez de mettre en ligne n'a pas cassé les pans principaux de votre application mobile ou de site internet, bah, c'est quelque chose, on va dire, qui est pas essentiel parce que quand vous commencez, vous pouvez le faire à la main. Vous pouvez vous dire, bon, bah, ah Oui. ouais, là, il y a une nouvelle mise à jour, ah bah tiens, je vais vérifier. Ah oui, ça marche, ça marche. Mais en fait, quand vous allez commencer à scaler votre application, à avoir des utilisateurs et que vous allez avoir de plus en plus de petits bugs qui vont arriver, qui vont être presque indétectables, bah, en fait, si à chaque fois vous faites une nouvelle feature, vous vous dites, ah bah tiens, je mets en place en parallèle des tests, bah, vous vous assurez déjà de ne pas oublier toutes ces features, parce que même si on connaît bien son produit, forcément, on ne peut pas tout retester à la main à chaque Mm. fois au bout d'un moment. Et donc, bah, forcément, les tests, c'est un gage de qualité, en fait, simplement. Bah, c'est totalement ça. Aujourd'hui, bah, comme tu le disais, nous, on ne le fait pas, mais par manque de budget, surtout sur nos clients. Mm. Parce que c'est faut remobiliser un développeur ou au moins quelqu'un qui comprend un peu la technique pour le faire. Donc ça redemande de l'argent. Mais j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce que tu dis. En plus, tu es un expert QA. Oh là là, oh malheureux. Donc, sachant qu'il y a quand même une petite guerre QA dev, hein, forcément. Parce que le dev, Mm. il fait quand même ses tests. Nous, on teste quand même, voir si ça marche ce qu'on fait. On ne développe pas à l'aveugle. Mais donc, on pense à chaque fois avoir fait le tour des potentiels bugs. Et évidemment, il y a quelqu'un qui repasse, qui n'a pas codé, qui fait ah, Mm. là, il y a une erreur. Et du coup, tu es très malheureux à ce Ça, c'est moment-là. clair. C'est clair. Non, puis en plus, je voudrais rajouter un petit point là-dessus, c'est que, comme tu le disais tout à l'heure, au niveau des coûts, le développement d'une application, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc en fait, si vous arrivez et puis que vous vous dites, ok, bah ça c'est ce qui me coûte le plus cher, mais en plus de ça, je vais avoir un coût pour faire des tests sur l'application, bah, ça peut être compliqué d'avaler la pilule. Parce que tu as envie de Hmm. te dire, bah, pourquoi je vais faire des tests? Le mec, je le paye déjà hyper cher, il va me faire un truc qui va marcher sans tester. Ouais, Mais bon, c'est pas vraiment, c'est c'est un pas peu. aussi simple que Bah, ça. c'est pour ça, c'est compliqué de se dire, parce que si vous voulez, quand on est en train de développer l'application, bah, le client, il voit son application qui est en train de monter, qui est en train de se construire. Ah oui, vous avez rajouté ça. Donc il y a une espèce de satisfaction. Mais si demain, on se met à faire pendant 2 semaines une création de test, il y a rien qui va se passer. Oui, L'application, elle va rester la même. Juste, bah, les tests vont tourner et puis vous dire que ça fonctionne. Mais bon, il n'y a pas vraiment donc c'est ouais. compliqué de vendre ça, d'expliquer vraiment que c'est important, quoi. C'est moins gratifiant en fait, Mm. que ce soit pour le client ou même pour les devs. Et c'est pour ça aussi où on essaye de pallier ça dans le sens où dans le Trello, souvent quand on rajoute une feature ou quand on a fini un ticket, on le met dans to be validated ou à valider pour que le client justement teste. Nous, on essaye de push un maximum sur les environnements test des clients. Il teste et il peut nous faire ses retours directs. Donc déjà, il y a déjà quelqu'un qui vient contrôler un peu la qualité, c'est un peu un contrôle qualité, du dev qui a été fait et on peut tout de suite résoudre un bug qui arrive. Et je crois que la transition va être exceptionnelle avec le prochain point parce que quand il y a un bug qui arrive mais qu'on a fini la prestation, comment on fait? Bah, on met en place un contrat de maintenance. Eh bien, tout à fait. Et c'est hyper important. Il faut, mais surtout pas oublier ça. Après, si ça se passe bien avec le dev que vous avez, bah, faut faire un contrat de maintenance avec lui. Plus compliqué si vous allez voir une autre agence pour une maintenance d'une appli qu'ils n'ont pas faite, forcément. Mais en tout cas, le contrat de maintenance, hyper important parce que c'est pas parce que votre développement est terminé que vous n'aurez aucun problème Mm. sur votre application jusqu'à la fin des temps. Et même s'il n'y a pas eu de bug à la sortie, il y aura des mises à jour à faire. Et quand il y a des mises à jour, souvent, il faut
refaire un peu un bout de code ou résoudre quelques bugs que ça a engendré. Donc la maintenance est importante parce qu'il y a les serveurs, si les serveurs cassent, il faut que quelqu'un les remonte, etc. Si vous avez des petits bugs qui arrivent de vos clients, il faut quelqu'un qui les corrige. Si vous voulez faire une petite mise à jour Mm. d'un petit design, d'un petit bouton, d'une petite icône, c'est cool d'avoir un contrat de maintenance parce que vous mettez ça là-dessus, vous n'êtes pas obligé de repartir sur un contrat de prestation en entier. Donc c'est plutôt important. Et totalement. Puis en plus, ça permet de garder un contact en fait avec l'équipe qui a construit votre application si vous continuez avec la même équipe pour le contrat de maintenance. Et puis, ça permet derrière de mettre en place des V2, des V3 de votre application. Parce que en fait, la maintenance, elle va aussi forcément amener ces problèmes qui vont pas pouvoir être résolus parce qu'il faut refaire un pan de l'application. Mm. Ça me fait un peu penser à moi d'il y a quelques années, quand j'ai commencé un peu mes études. C'est un truc, je me posais une question. Et vraiment, c'est un peu bête maintenant, mais je me disais, tu vois, par exemple, chez Apple ou chez, je sais pas moi, chez Microsoft, ils ont fait leurs produits. Ouais. Et pourquoi il y a toujours autant de développeurs dans cette boîte? Ah oui, Tu vois, genre, c'est-à-dire le truc, il est fait, quoi. ouais, c'est terminé. Mais c'est, tu vois, même moi j'ai bossé chez Rakuten, qui est un truc qui va moins vite en termes de développement. Apple, ils font des mises à jour tous Oui, les ans et oui. tout, mais même, tu vois, tu prends Rakuten par exemple, leurs produits en soi, Oui, enfin, plutôt j'y étais fixe, il y a quoi. 2 ans, bon, oui, ils ont rajouté quelques bouts, j'ai vu, mais enfin, pourquoi il y a autant de développeurs dans ce truc, quoi? Mais en fait, c'est un peu ça, c'est parce que c'est pas une appli, c'est pas un paquet cadeau, enfin, c'est pas un truc qui est Oui. fini, qu'on met dans un paquet cadeau et puis qu'on te livre comme ça, quoi. C'est un truc qui vit en permanence et en fait, ça revient au fait de dire que la maintenance, c'est essentiel, quoi. Enfin, il faut avoir des développeurs qui sont toujours sur le coup et qui vont résoudre les bugs, qui vont passer à la suite, qui vont passer à la V2 Ouais. et c'est le plus important. Donc voilà. Puis après, il faut des devs qui puissent maintenir et des devs qui puissent développer les V2 Oui, c'est ça. aussi. Ouais, ouais, Donc, non, mais totalement. c'est pour ça qu'on se retrouve avec des grosses boîtes. C'est ça, exactement. Donc voilà, maintenance très importante, faut le retenir. Et après, il y a un point qui est aussi important dans la gestion du dev, et enfin, du coût du développement informatique. Et ça va dépendre un peu de l'agence avec laquelle vous travaillez ou de la personne que vous avez en face. Mais il faut aussi être capable de choisir la bonne technologie en fonction du client que vous avez en face. Enfin, que pour nous, on a en face, mais de votre projet en tout cas. Parce que, imaginons, vous voulez recréer un système de booking d'appartements. Je pitch Airbnb. Mais vous voulez, je sais pas, c'est pas partout dans le monde, c'est concentré sur les Yvelines et vous faites que des châteaux. Donc vous lancez une réservation de chambres dans des châteaux dans les Yvelines. Je vous le conseille pas, amener le marché marche pas des masses. Mais du coup, on va pas non plus réinventer la roue. Airbnb, ils ont déjà fait le travail d'une certaine expérience utilisateur, d'une certaine expérience utilisateur, d'un certain design et d'une certaine manière de fonctionner. Mm. Donc on va pas réinventer le système. Parce que là, vous arrivez vraiment avec une volonté plus business qu'une volonté plus technique. Donc, au lieu de se dire on recrée tout de zéro parce qu'en fin de compte, on va faire la même chose, on peut s'appuyer sur ce qu'on va appeler des templates, des personnes qui ont déjà fait ce bout de code et qui est disponible en open source, par exemple, ce qu'on va appeler des clones aussi. On va pouvoir prendre un clone Airbnb et ensuite retravailler dessus. Donc, au lieu de faire, je sais pas, 3 mois de dev pour recréer Airbnb, enfin Airbnb Lite, on va en prendre 1 mois et demi à customiser pour vous une base déjà existante. Donc ça permet d'avoir quelque chose assez vite et avec un coût moindre. En revanche, on garde le même projet. Vous êtes toujours avec vos châteaux dans les Yvelines, mais je sais pas, je sais pas ce que vous avez en tête. Vous voulez changer l'expérience utilisateur au maximum et vous voulez que Ça intègre une IA pour proposer les meilleurs châteaux selon les châteaux que vous aimez. voilà, très bien. Et bah du coup là, ça va être plus compliqué d'utiliser le clone Airbnb parce qu'il va falloir qu'on rajoute des fonctionnalités customisées. Donc là, ça vaut peut-être plus le coup de partir from scratch, donc du début, pour bien choisir cette technologie, bien poser les bases pour qu'ensuite vous allez pouvoir construire chaque jour, chaque mois de nouvelles fonctionnalités et que ça avance. Donc, hyper important de choisir entre ces deux custom, template à choisir.
Et peut-être exemple plus simple, on le voit, on est en train de travailler avec une start-up, enfin une entreprise dans la mode qui s'appelle MacWriter. Je sais pas si je le prononce bien. Elle est C'est, là, hein. et c'est sur la casquette d'Adrien, pour ceux qui regardent YouTube. Et, et du coup, on lui fait un site e-commerce sur WordPress, plutôt simple. Et on s'est basé sur une template pour diminuer les coûts de développement au maximum et, euh, et d'avancer très rapidement pour qu'on puisse aller on sale pour Mm. vendre rapidement, quoi. Ouais, bah c'est sûr, ces besoins ne nécessitaient pas un développement complexe d'une application. Donc, bah voilà, c'est ce que tu disais, autant partir sur une template, ça fait vraiment bien le job et c'est moins coûteux pour lui. Donc, c'est gagnant-gagnant. C'est ça. Donc non, c'est vraiment une bonne chose. Et suite à ça, comme on disait, si par exemple vous partez sur du from scratch, de zéro, faut aussi choisir les bonnes technologies, surtout les technologies du moment, parce que vous pouvez avoir des technologies qui vont devenir obsolètes dans quelques mois, quelques années. Donc ça serait bête de commencer votre projet avec avec une techno qui va déjà devenir obsolète directement. Donc souvent, il faut aussi se renseigner. Je sais que c'est compliqué pour ceux qui sont pas dans la technique, ou soit vous avez absolument confiance dans le développeur avec lequel vous parlez, mais dans les technologies du moment. Par exemple, sur le mobile, bah, y a du Flutter qui est assez, en ce moment, qui est assez réputé. On a React Native qui fait toujours son trou, hein, il est là, nous on Mm. utilise ça par exemple. Donc ça c'est pas mal parce que ça permet de faire des applications iOS et Android en même temps. Donc ça réduit les coûts de développement en plus. Et Ouais. après, bah, si vous voulez vraiment une application spéciale iOS, spéciale Android, c'est des technologies précises, comme le Swift ou le Kotlin. Et pour le web, en ce moment, on a Next.js qui est quand même pas mal important. Ah, nous, c'est notre, C'est notre cœur, quoi. c'est notre spécialité, quoi. C'est notre spécialité. Donc évidemment qu'on va pousser Next.js, React, c'est du React derrière. Et puis en back-end, on a beaucoup de Nest.js ou du Node.js, où c'est assez réputé en ce moment. Il y a une bonne communauté derrière. Enfin là, c'est plus les développeurs qui peuvent vous le dire. Mais il y a beaucoup de monde qui back up ce genre de technologie. Donc on peut faire confiance. Par exemple, React, c'est l'équipe de Facebook derrière. Il y a eu Angular à une époque que moi j'ai toujours détesté. Et je sais pas si encore aujourd'hui c'est cool. Mais en tout cas, c'était Google derrière. Et Next, du coup, travaille avec les équipes de Facebook puisque c'est React. Donc, bah, c'est quand même des personnes assez importantes dans le milieu tech. Donc, on peut leur faire confiance. Et, euh, et petit taquet pour nos anciens développeurs. Le PHP existe encore. Symfony, etc. Les gens adorent ça. Enfin, les anciens développeurs adorent ça. Et nous, on déteste. Et nous, on déteste. Comme ça, c'est clair. Ça devient rare. Enfin, j'ai pas encore vu un jeune développeur me dire: «Oh, je me suis fait un PHP ce week-end, j'ai adoré.» Ce week-end. Ce week-end, principalement. Donc voilà, petit taquet pour nos anciens. Pour nos anciens. Oui, pour nos anciens. Je suis Ok, tellement. c'est top. Non, mais après, bon, voilà, faut avoir ses biais, quoi, c'est important. Oui, bah oui, toujours. Voilà, on est prêt à discuter, hein, de toute façon, on n'est C'est pas. ça. Et c'est comme si vous codiez en COBOL. Là, je parle aux anciens des anciens. Donc, c'est une technologie qui est morte, mais notre système bancaire l'utilise encore beaucoup, donc c'est très inquiétant. Mais, mais voilà, non, mais on en rigole. Ouais, bah oui, c'est important d'en rigoler. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut conclure là sur ce podcast, sur ce coup des développements? Bah, passer par Beyond de Braquette. Eh ben, principalement. Si je peux dire un petit mot quand même pour vendre notre agence. C'est que nous, en tout cas, on essaye de faire attention. Et même, on fait attention À tous les points qui ont été évoqués. à tous les points qui ont été évoqués, évidemment. Puisqu'on va vous conseiller des technologies, c'est à vous de voir, on va vous faire des premiers devis au maximum de toutes les fonctionnalités que vous voulez. Après, on écoute, on enlève, on revoit notre devis, etc. On est, en termes de tarifs, on est dans la moyenne du marché, j'ai envie de dire, voire un peu en dessous. Donc, n'hésitez pas à venir faire des devis avec nous. Et on sera heureux d'en discuter. Et bah voilà, on fait un peu de tout ça. Tout ce qu'on a dit. Totalement, hein. On sera toujours heureux d'accueillir de nouveaux projets. C'est magnifique. C'est Mais notre voilà. métier, quoi. Donc, faut retenir, quand vous avez une idée, c'est top. Posez-vous la question des pain points sur vos utilisateurs, des points de difficulté, points de douleur. Faites des maquettes.
Donc soit avec une agence, soit avec un free, soit avec Beyond the Maquette. Très important. Voilà. Une fois les maquettes faites, faites les devis de développement. Mhm. Comme ça, ce sera beaucoup plus précis. Le développeur, il va savoir où aller. Une fois que le développement est lancé, posez-vous les questions des API qui vont être utilisées, le coût, Les coûts cachés, les serveurs. les serveurs. Est-ce que vous voulez mettre en place des tests approfondis ou pas? C'est Ça, un choix. C'est un choix. Et la maintenance, très important pour la suite du projet. Exactement. Donc voilà, et après le développeur vous expliquera les stacks techniques, s'il faut mieux partir sur du custom, du template, etc. C'est un bon résumé. Bon résumé? Je pense que en écoutant ce podcast, si on a envie de lancer son projet, on est heureux parce que on a fait le tour, je pense, un peu sur les points les plus importants pour se lancer. Donc non, franchement, je suis content. On est bon. On a respecté notre podcast, notre ligne directive. Magnifique. Et avec ce petit vent qui arrive dans votre micro, Oh là que oui. on va vous laisser. On va aller se prendre un petit rosé Un peu d'ASMR. après ce podcast, de manière très délicieuse. Et on pensera à vous si vous avez des questions sur vos projets ou même des devis à faire. N'hésitez pas, on en discute, on est dispo sur LinkedIn. Attention. J'ai toujours rêvé de le faire, mais tu parles de rosé, donc je vais le dire. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. J'ai toujours rêvé de le faire. C'est vrai. Il faut le rappeler, hein, c'est Oui, important. oui. Peut-être Ouais, obligatoire d'ailleurs. Oui, bah d'ailleurs. J'ai peut-être sauvé la boîte avec cette annonce. On a failli couler. Donc n'hésitez pas à venir parler avec nous. On partage. Sur TikTok, vous pouvez voir un peu d'autres choses là-dessus. Sur Insta et sur YouTube principalement. Oui. Vous verrez sur YouTube, si vous écoutez sur Spotify, Apple Podcast et tout, vous verrez sur YouTube notre belle tête Oui. au soleil en train de parler. Surtout sur ce podcast qui est en extérieur. Qui est Voilà. magnifique. On vous met, comme tu disais, on vous met un peu d'ASMR été. C'est pas mal. Bon allez, on se retrouve pour la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Certainement pas la semaine prochaine. On se retrouve pour le prochain podcast. On À verra. plus tard. Salut à tous.